Bonjour à tous, on est là pour le 7e épisode de l'émission L'activité physique est une science qui est organisée par Activity Lab. C'est la grande reprise après une grosse coupure de 3-4 mois. On avait fait 6 épisodes où Daniel était intervenu sur 5 et il y avait eu François Carré et Alexandre Léon qui étaient intervenus sur le 6e. Pour cette nouvelle saison d'épisodes, on a prévu du coup de faire venir beaucoup plus d'intervenants. Donc, cette première partie, enfin, cet premier épisode, ce sera effectivement Daniel l'invité. Mais pour la suite, du coup, on aura d'autres personnes. Je vous dirai qui sera le prochain à la fin de l'épisode et je vous donnerai la date pour ne pas la manquer. Il y aura beaucoup, beaucoup plus de variété dans les sujets et beaucoup plus d'intervenants différents. Et on va essayer de vous apporter du coup un maximum d'éléments et un maximum de valeur. Donc, toujours le même objectif, 30 minutes, on parle d'un seul sujet assez précis et on essaye de vous aider à progresser sur ce sujet-là avec à chaque fois un intervenant qui est spécialiste. Donc, moi, je suis Robin Maume, je travaille avec Activity Lab et donc j'accueillerai à chaque fois les spécialistes. Daniel, je te laisse te représenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Et Daniel Mercier, québécois, qui habite en France depuis 21 ans maintenant et qui est co-auteur du test navette, spécialiste. J'ai été longtemps entraîneur national d'athlétisme et je m'intéresse à tout ce qui est évaluation et entraînement pour le sport et la santé. Je continue ou pas? Ou non, c'est toi qui poses des questions, là, c'est vrai. Vas-y, juste pour dire le sujet du jour, les limites de la fréquence cardiaque. Du coup, moi, j'ai prévu quelques questions pour toi, du coup. Oui, Le premier sujet, pardon? La façon dont ça va fonctionner, c'est que Robin me pose des questions, j'y réponds. Et à la fin, lorsque j'ai fini la présentation plus formelle, ben là, vous pourrez poser toutes les questions qu'il faut. Dans la mesure du possible, si vous êtes timide, vous le faites dans le chat. Si vous n'êtes pas timide, ben, Robin, vous levez la main et Robin vous donne la parole. Tout à fait. Donc, du coup, pensez à poser vos questions, pas dans la partie chat, mais dans la partie questions-réponses, parce que sinon, je vais peut-être en manquer. Du coup, le sujet du jour, je disais prescription, donc comment prescrire l'intensité d'entraînement, notamment avec la fréquence cardiaque. Du coup, ma première question, prescrire, d'accord, mais prescrire pourquoi, dans quel objectif? J'essaie de changer la diapo. Comment ça? Excusez-moi. Ah, c'est juste comme ça. Parfait. Ben, à mon avis, l'objectif de la prescription, c'est d'améliorer au mieux. En tout cas, on parle toujours d'activité physique pour la santé. Dans le cadre de la performance, ce serait un peu la même chose, mais on changerait le capital santé par performance. L'objectif de la prescription est d'améliorer au mieux le capital santé, la condition physique de votre patient, de votre client. OK? Et donc, dans le cadre, si on parlait dans le cadre de la performance, ben, ce serait d'améliorer au mieux la performance. Donc, l'objectif de la prescription, c'est ça. OK. Et du coup, d'après toi, quel est le meilleur moyen de prescrire cette intensité du coup, dans l'objectif d'améliorer le capital santé? Ben, pour moi, le meilleur moyen, c'est de prescrire, l'intensité en watts, c'est-à-dire en puissance, sur vélo, rameur elliptique, mais évidemment, sur vélo, rameur elliptique, si les affichages sont en watts, mais ou dans son équivalent en vitesse pente pour le tapis roulant, ou si on parle d'un step, ce serait la cadence hauteur. Si on parlait de course à pied ou de marche, ce serait tout simplement en vitesse de déplacement, Mais tout ça, comment dire, c'est vaut mieux transformer en watts et retransformer dans ce qu'on utilise pour cette activité-là que de le transformer directement dans cette activité-là. Si je fais un exemple, par exemple, si on va, là c'est pour les cyclistes qui connaissent ça un peu, si tu vas à 20 km/h et si tu vas à 40 km/h, ben 40 km/h à vélo, par exemple, c'est plus que 2 fois le nombre de watts que tu fais à 20 km/h. Parce que la relation entre la vitesse, par exemple, en vélo et la puissance développée n'est pas linéaire. Donc, c'est pour ça qu'il vaut mieux traduire ça en watts et après ça, remettre ça dans les unités de l'activité dont on parle. C'est la meilleure façon de faire. C'est la façon la plus précise de prescrire l'intensité.
Ok. Et du coup, la prescription par la fréquence cardiaque, enfin, du coup, qu'est-ce que c'en est du coup pour prescrire, d'après toi, comment? Ben, avant de parler de cet aspect-là, j'ai oublié un petit peu. Il faut savoir qu'il y a une relation très importante. Avant de parler de fréquence cardiaque, il y a une relation qui est très importante. C'est la relation entre l'intensité de la puissance, c'est-à-dire la PMA en puissance en watts, et la consommation d'oxygène. Comme vous voyez, en général, c'est très linéaire. Il y a juste une chose, l'origine n'est pas à 0,0, l'origine est à 1 mètre, parce qu'au repos, on consomme déjà de l'oxygène. OK? Mais sinon, c'est linéaire. Je fais une petite introduction, Robin, avant d'arriver aux fréquences cardiaques. Il y a une Pas de autre chose problème. qui vaut la peine d'être dit, je l'ai dit dans un autre webinaire, il me semble, mais la différence entre intensité et difficulté, parce que des fois, on se mélange un petit peu entre les deux termes. L'intensité, c'est la puissance développée en watts qui peut se transformer, comme je l'ai dit tout à l'heure, en vitesse pente pour le tapis roulant ou en cadence hauteur pour le step ou en d'autres choses pour d'autres activités. La difficulté, c'est le mal, la peine qu'on éprouve pour faire quelque chose. Par exemple, l'échelle de Borg, c'est une échelle, mesure la difficulté, de 6 à 20 pour l'ancienne échelle ou de 1 à 10 pour la nouvelle échelle de Borg. Ça, c'était juste des petites choses à dire avant de parler de fréquence cardiaque, pour être sûr qu'on se comprenne sur ce que c'est l'intensité. Puis si on regarde à gauche ici, Usain Bolt, lorsqu'il était capable de courir un 100 mètres en 9,58, ben, il développait un pic de 2000 watts. Puis et vous prenez, par exemple, quelqu'un qui fait un marathon à 4 heures et qui fait 70 kilos, ça fait environ 200 watts de moyenne. Donc, évidemment, c'est sur beaucoup plus court, mais la difficulté et l'intensité, il y a beaucoup plus d'intensité à gauche et il y a beaucoup plus de difficulté à droite. Donc, ce n'est pas parce que c'est peu intense que ce n'est pas difficile et ce n'est pas parce que c'est très intense que c'est très difficile. Ça dépend de la durée et évidemment, tout le monde n'est pas capable de développer 2000 watts sur un 100 mètres. Ça, c'est autre chose aussi. Puis là, on arrive, ben, qu'en est-il? Je vous ai dit que la meilleure façon de prescrire l'intensité, c'était en watts. Donc, là, je donne un exemple, puis après ça, on va essayer de transformer ça en fréquence cardiaque. Puis, il y aura un petit sondage. Tu vas être prêt pour le sondage, Robin? Tout à fait. Parfait. Super, parce qu'on veut vous faire participer. Hein? Donc, l'exemple de prescription en watts avec une échelle de Borg prévue de 5 sur 10, qui est assez optimale. Dans un autre webinaire, on en avait parlé, parce que si on fait du 1 sur 10 ou 2 sur 10 sur l'échelle de Borg, ou à la limite 3 sur 10 sur l'échelle de Borg, la difficulté est tellement faible que ça ne provoque pas beaucoup d'adaptation de l'organisme. Si on fait 7 sur 10, 8 sur 10 surtout, 9 sur 10, 10 sur 10, c'est très difficile et ça descend, ça diminue votre système immunitaire et ce n'est pas une bonne idée. Donc, c'est pour ça, alentour de 4, 5, 6 sur 10, pour la plupart des gens, sur l'échelle de Borg, ce qui est de 1 à 10, c'est assez optimal. Bon, on va supposer que vous aviez évalué la PMA à 90 watts. Après un échauffement, puis avant un retour au calme, les personnes, l'entraînement, ce sera 10 fois 30 secondes avec 30 secondes de repos. À 100% de la PMA, ça va être environ 5 sur 10 sur une échelle de Borg. Sachant qu'on est capable de faire 5-6 minutes à 100%. Là, on va faire 5 minutes à 100%, mais c'est beaucoup plus facile parce qu'on fait 30 secondes d'effort, 30 secondes de repos. Donc, ça fait à peu près ça va donner à peu près 5 sur 10 sur l'échelle de Borg. En supposant que cette personne-là, ce patient-là, ce client-là, 70 de fréquence cardiaque au repos, 70 battements par minute et 170 au maximum, on va calculer tout de suite la fréquence de réserve, la fréquence cardiaque de réserve, ou c'est la formule de Carbonum, c'est 170 moins 70, qui fait 100 de fréquence cardiaque de réserve. Et là, c'est maintenant qu'on pose une petite question. Donc, si on veut travailler à 100% de la PMA, comme dans l'exemple, alors on doit aller à 100% de la fréquence cardiaque max, donc 170. Puis, il va y avoir une question un peu plus précise, puis que je laisse Robin l'exprimer. Robin? Laisse-moi le temps de le mettre. Oh, c'est étonnant. Je peux pas le mettre en place. Alors, attends. Il est bien là. Moi, je le vois. Personne ne voit de sondage, non? Je pense que vous le voyez pas. Je
pense que vous ne le voyez pas. Est-ce que tu peux l'envoyer malgré tout? Non, bon, on va pas s'étendre là-dessus, ça sert à rien de perdre du temps, j'arrive pas à le pousser sur le Zoom. Tant pis, du coup, on peut le faire juste sur le chat, hein, ça suffira, ça donnera une idée. Du coup, le sondage, c'était à quel pourcentage du coup, de la fréquence cardiaque travaillée. Donc, du coup, il devait y avoir des questions à choix multiples, donc 100%, 90%, 80%, 70%. Et puis, s'il y a d'autres réponses, du coup, comme vous avez le choix libre, je vous laisse le mettre dans la discussion. Juste pour être sûr, c'est lors de cet entraînement-là qui est sur une échelle de 5 sur 10 et on travaille 10 fois 30 secondes à 100% de la PMA, donc à 90 watts dans ce cas-ci, quelles devront être, si on veut suivre une fréquence cardiaque, quelle devrait être qu'est-ce qu'elle devrait être? Donc, on dit 100%, 90%, 80% ou autre chose de la fréquence cardiaque maximale. On attend vos réponses. Il n'y a pas de mauvaise réponse. On va juste les regarder comme ça. Est-ce qu'on a quelques réponses déjà? Non, pas encore. Allez-y, mettez vos quelques réponses, quelques idées qu'on puisse échanger là-dessus. À votre avis, lorsqu'on fait cet entraînement-là, quelles sont les fréquences cardiaques? 70 ou 80%, 80%. Allez, Alexandre, Jérémy, Julie, Marie-Pierre. Allez, il faut au moins qu'il y en ait 15 qui répondent là. 70, 90. 60%, Alexandre. OK. Entre 70 et 80. Entre 60 et 80. 90%. 60 à 90%. Il y a Jérémy qui nous dit qu'il faut travailler avec le pourcentage de la fréquence cardiaque de réserve. C'est aussi une réponse. Encore. 100% pour certains. OK. Bon, on a pas mal de réponses. Continuez à répondre, mais du coup, je pense qu'on a pas mal. Du coup, il y a 70, 80. Ça va de 60 à 100% de toute façon. Tout le monde n'est pas d'accord. Voilà, personne n'est d'accord. Parfait. On va continuer. Donc, si on n'a pas à disposition de puissance en watts, vous pouvez prescrire l'intensité un peu plus approximativement à partir du ressenti, l'échelle de Borg ou autre, ou de la fréquence cardiaque. Là, l'échelle, je vous ai affiché une échelle de Borg classique là, qui va de 0, aucun effort, à 1, très, très facile, jusqu'à 5 moyens, en passant par 5 moyens, en passant par 10, un effort maximal. OK? Là, on a dit que c'était un effort moyen, hein? 5 sur 10. Parfait. Donc, on s'entend là-dessus. Maintenant, quelle fréquence cardiaque on a lors d'un effort moyen lorsqu'on fait 10 fois 30 secondes? Pourquoi ça ne marche pas? Je dois être ici peut-être. Oui, c'est ça. Bon, là, je vais vous parler, avant de donner une réponse, il y a plusieurs méthodes qui existent. OK? Là, imaginons 3 cas. OK? Ce n'est pas le cas précédent. Je fais exprès de ne pas faire un cas précédent, de faire d'autres cas. Quelqu'un qui a une fréquence cardiaque maximale de 200, avec une fréquence cardiaque de repos de 60, donc avec une fréquence cardiaque de réserve de 140. 200 moins 60. Une autre personne, 180-80, avec une fréquence cardiaque de réserve de 100, puis une autre personne qui a la même fréquence cardiaque maximale, mais une fréquence cardiaque de repos de 60, qui fait une fréquence cardiaque de réserve de 120. On peut faire un entraînement à chacun, puis on donne la même fréquence cardiaque, par exemple 160 à chacun. Pas sûr, je pense que vous pensez que ce n'est peut-être pas la meilleure méthode. Après ça, on peut faire 80% de cette fréquence cardiaque-là pour chacun, de la fréquence cardiaque maximale, qui donnerait 160, 144 et 144. Pour les deux derniers, ça donnerait 144. Ou on peut prendre, par exemple, parce qu'on dit en général que 80% de la fréquence cardiaque max, ça correspond à peu près à 70% de la fréquence cardiaque de réserve. Là, ça donnerait 158 pour le premier cas. Puis, pour le deuxième cas, ou pour deux personnes qui ont les mêmes fréquences cardiaques maximales, ça donnerait 150 et 144. À votre avis, là, si on voulait aller à un effort équivalent pour chacune des personnes, est-ce que vous pensez, et là, vous pourrez répondre aussi par questions et réponses, est-ce que vous pensez que quelle est, à votre avis, la meilleure méthode pour prescrire l'intensité en fréquence cardiaque? Même fréquence cardiaque max ou fréquence cardiaque de réserve? Qu'est-ce que vous pensez?
Quand tu dis même fréquence cardiaque, du coup, c'est Une quel que fois soit l'individu, on dit tu travailles à telle fréquence cardiaque. OK. cette fréquence cardiaque, puis dans ce cas-ci, je l'ai choisi, j'ai mis 160 pour tout le monde. OK. J'ai mis 160 pour tout le monde. Du coup, si on peut avoir quelques réponses aussi. Quelques réponses, s'il vous plaît. Est-ce que la meilleure méthode, c'est la même fréquence cardiaque pour tout le monde? Un pourcentage de la fréquence cardiaque max ou un Alors, pourcentage? du coup, j'ai donc 1 en fonction de la FC max, 2 en fonction de la FC max, 4 en fonction de la fréquence cardiaque de réserve. C'est plus précis avec la fréquence cardiaque de réserve si la fréquence cardiaque de repos est bien mesurée. En pourcentage de FC max, en pourcentage de FC de réserve. Bon, personne n'utilise la même fréquence cardiaque pour tout le monde. C'est déjà bien. Je pense que c'est la pire façon de faire. Ok, OK. donc il y a un peu des deux. Je dirais que c'est un petit peu plus orienté sur la FC de réserve, mais OK. il y a pas mal de monde sur la FC max aussi. Avant de pouvoir répondre à la question, pourquoi ça avance pas? Moi, j'ai un petit souci avec mon. Ah non, c'est comme ça. OK. Avant de répondre à la question, il faut parler de certains concepts qui vont nous aider à mieux répondre à la question. Parce que la réponse n'est peut-être pas aussi simple que la question. Donc, si on voit ici quelqu'un qui a fait un échauffement qui a duré 2 minutes à peu près, c'était vers 60-65% de la PMA. Ensuite, comme vous voyez là, jusqu'ici, jusque-là, est-ce qu'on voit mon petit curseur? Tout à fait, ouais, on voit. On voit ici, là, la fréquence, il était peut-être vers 95 fréquence cardiaque au repos, 90-95. Hop, vous voyez la fréquence cardiaque qui augmente, puis qui stabilise un petit peu au bout de 2 minutes. Puis après ça, comme on a réaccéléré, parce qu'ici, c'était vers 65%, et ici, c'était vers 75% de la PMA, donc ça réaccélère. Puis après ça, ça restabilise sans vraiment stabiliser complètement. Il faut savoir que, dans un premier temps, le système aérobie a beaucoup d'inertie. À moins de partir très, 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 très doucement, on va être obligé d'utiliser le système anaérobie. Et ce qui fait que, même si vous voyez ici, à la fin de l'échauffement, il est vers 115, 117 de fréquence cardiaque, mais pourtant, au début, il est à 90. Ça veut dire qu'au départ, ça veut dire qu'on a utilisé beaucoup plus le système anaérobie parce que le système aérobie n'était pas prêt à fournir toute l'énergie requise. Donc, il y a une inertie au système aérobie et on passe de plus en plus, ce qui se passe dans la phase ici, c'est qu'ici, c'est très anaérobie, puis ici, ça devient de plus en plus aérobie parce qu'on voit que les fréquences cardiaques s'ajustent. Comme ici, on réaccélère, il y a une autre inertie, vous voyez, ça réaccélère ici. Donc ça, c'est encore une inertie. Puis, plus on avance, la courbe, ça continue d'augmenter, mais plus lentement. C'est ce qu'on arrive, la dérive. Puis la dérive est surtout due, pas seulement, mais surtout due au fait qu'on utilise surtout des glucides au départ et de plus en plus de lipides. Attention, pas seulement des lipides, mais de plus en plus de lipides. Et la consommation d'oxygène augmente un petit peu. Si vous voyez ici que ça redescend, c'est tout simplement que c'était le retour au calme et que c'était plus faible. Puis ici, c'est la période de repos et ça redescend après. Donc, on s'aperçoit que même pour une même intensité, ici, c'est toujours, dans la première partie ici, c'est toujours la même intensité. Pourtant, on passe de 95, disons, à 117 de fréquence cardiaque. Et ici, c'est toujours la même intensité, c'est 75%. On passe de 117, je ne sais pas si vous voyez, à sans doute 158 de fréquence cardiaque. Donc, pourtant, c'est toujours la même intensité. Donc, est-ce que c'est aussi... est-ce qu'il y a une seule intensité pour une puissance? C'est la question qu'il faut se poser. Et moi, je suis arrivé pour faire quelque chose de relativement simple, mais que je vais devoir expliquer, malgré tout, j'ai fait ce tableau-ci. Si on fait, et je l'ai testé sur plusieurs personnes, et ça marche assez bien. Ce n'est pas parfait, et je vous dirai pourquoi après, ce n'est pas parfait. OK? Mais c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Donc, si vous voyez ici l'échelle de bord de l'entraînement, de 3 à 10, là, je donne l'exemple ici, ce qui est en rouge, c'est l'exemple exactement avec la personne dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y avait 70 de fréquence cardiaque au repos et 170 de fréquence cardiaque maximale. Ça va? Donc,
Si on prend cet exemple-là, à la fin, effectivement, la personne n'aura pas 80, n'aura pas 100% de sa fréquence cardiaque maximale. On a 100% de notre fréquence cardiaque maximale lorsqu'on fait un effort maximal. Moi, je l'ai testé des dizaines et des dizaines et des dizaines de fois sur moi et des centaines et des centaines et des centaines de fois sur d'autres personnes. OK? On n'atteint pas nos fréquences cardiaques maximales à un effort code 5. On ne l'atteint pas. On atteint en moyenne, attention, ça varie un petit peu, puis je vous dirai pourquoi après, mais j'ai pris des mesures d'entraînement réelles à 10 fois 30 secondes avec 30 secondes de repos sur moi et sur quelques autres personnes. Et en moyenne, on était plutôt à 77% de la fréquence cardiaque de réserve. 77%, c'est assez facile à calculer pour notre sujet. Vous vous rappelez que sa fréquence cardiaque de réserve est 100. Donc, 77% de 100, ça fait 77, plus les 70 au repos. 70 plus 77, ça fait 147. Donc, ce n'est pas sa fréquence cardiaque maximale, c'est 77% de sa fréquence cardiaque de réserve. Et vous pouvez calculer, je ne vais pas calculer quel pourcentage de sa fréquence cardiaque max ça donne, mais 147 sur 170, ça doit donner à peu près 85%. Donc, tout le monde était, en moyenne, vous étiez bon parce que vous disiez de 60 à 100, mais en pourcentage de la fréquence cardiaque de réserve, en moyenne sur les sujets que j'ai examinés, c'est environ 77%. En pourcentage de la fréquence cardiaque max, c'est plutôt 85%. OK? Par contre, si dans le même entraînement, ça c'est à la 10e répétition, c'est à la fin de l'entraînement qu'il va avoir ça comme fréquence cardiaque. Au début de l'entraînement, s'il fait une seule répétition, il va être beaucoup plus bas. Et je l'ai observé encore sur quelques personnes. Et en moyenne, après la première répétition, on est plutôt à 58% de la fréquence cardiaque de réserve. Et dans ce cas-ci, pour cette personne-là, ce serait plutôt à 128. Donc, même si on va toujours à la même intensité, puis qu'on va à 100% de notre PMA, mais avec une cote de difficulté de 5 sur l'échelle de Borg, on n'atteint pas les fréquences cardiaques maximales, on est plutôt à 77%, et la première répétition est plutôt vers 58%. OK? Et ce tableau-là que vous allez recevoir, si vous voulez, si on fait une cote 10, un effort 10, un effort maximal, à la 10e répétition de 30 secondes, on sera, attention, là, on va aller à plus que 100% de notre PMA, par contre. Hein? On va aller à une intensité, vous vous rappelez de notre sujet, il était à 90 watts, là, il va peut-être aller à 110 watts ou quelque chose comme ça. On devrait faire les calculs exacts, mais il serait une intensité plus élevée. Mais s'il atteint, au bout de la 10e répétition, 100%, au bout de la première répétition, il va être à peu près à 84%, donc à 154, et peu à peu, ça va monter. Et s'il fait un effort 7, il va plutôt vers 171 et à la fin, vers 90%. Ça marche assez bien. OK? Est-ce que vous comprenez bien le concept? Là, on a l'échelle de Borg, 10 fois 30 secondes. La dernière répétition, on est à combien? Et la première répétition, on est à combien? Du coup, moi, je te pose la question. Du coup, ça, c'est valable tout le temps ou c'est valable pour cette séance? C'est valable pour cette séance. Parce que imaginez qu'on fait 5 fois 60 secondes à la place, code 5 aussi, difficulté 5 sur 10 sur l'échelle de Borg. Au bout de 60 secondes, à la fin, un effort 5 sur 10, on va avoir à peu près, pour la fréquence cardiaque, au bout de l'entraînement qui ne sera pas la répétition 10, par exemple, qui serait 5 fois 60 secondes, on aurait, avec une échelle de Borg 5, 77%, donc 147 de fréquence cardiaque pour cet individu-là. Par contre, à la première répétition, on n'aurait pas 58% et 128 parce que l'effort, c'est 30 secondes et c'est 60 secondes et on en fait 5 seulement. Donc, il y aurait une fréquence cardiaque qui serait plus élevée ici, mais la même ici. Ok, donc du coup, à chaque fois, ce tableau-là, il faut le reconstruire en fonction de la séance qui est faite. Il faut reconstruire. Il faut comprendre que le concept de j'y ai pensé ce matin. Puis après ça, j'ai contre-vérifié. Non, mais pour le vrai, j'ai regardé ça ce matin. Hein. Puis j'ai contre-vérifié parce que moi, je garde toujours pour moi mes entraînements et pour d'autres des entraînements. Et j'ai contre-vérifié parce que j'ai toujours les fréquences cardiaques à chaque répétition. Donc, j'ai regardé à combien on était à la première répétition et à combien on était à la 10e répétition. Et si on remet ça en fréquence cardiaque de réserve, c'est pas parfait, mais c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Donc, on ne peut pas donner une fréquence cardiaque pour une intensité. Ok. Du coup, je pense que tu vas refaire un point sur les limites et redire pourquoi du coup tout ça. Mais du coup, j'ai une question et j'allais te poser la même, qui était posée par Marc
Toutain qui te dit du coup, il me semble qu'on est sur de la course à pied, étant donné qu'on fait du fractionné 10 fois 30-30, car en effet, pour d'autres pratiques, ça ne collerait pas. Non, ça va coller aussi. Ça va coller aussi, mais attention, pour le même individu, ce ne sera pas la même fréquence cardiaque maximale, tout simplement. Si, par exemple, moi, je vais prendre mon exemple à moi, puis mon exemple à moi, je ne suis pas à 220 moins l'âge, moi j'ai 64 ans, 220 moins l'âge, ça ferait 156. Moi, mes fréquences cardiaques maximales à vélo sont à 60 et en course à pied sont à 170. OK? Ça, je pense qu'on en a déjà parlé dans un autre webinaire. La fréquence cardiaque maximale d'un individu varie en fonction de sa position. Lorsqu'on est debout, comme le retour veineux ne se fait pas facilement, on compense par une fréquence cardiaque plus élevée. Lorsqu'on est assis, par exemple à vélo, les fréquences cardiaques sont moins élevées. Donc, effectivement, le calcul se ferait de la même façon, sauf que le même individu n'aurait pas les mêmes fréquences cardiaques maximales à vélo ou en course à pied. C'est tout. OK. Et du coup, j'ai une remarque et une autre question. Du coup, la remarque, et je pense que ça te fera plaisir d'y répondre, et que du coup, ça, c'est la question que moi, je t'ai pas mal posée aussi. Enfin, pas sous cet angle-là, mais je pense que ça y répond, et c'est, je pense, au rapport avec surtout la difficulté perçue. Parce que du coup, Yanis nous dit, qui répond du coup à l'affirmatif à ce que dit Marc, en disant, oui, parce que 30 secondes de burpees, on doit frôler la FC max au bout de 2-3 tours. 2-3 tours, 2-3 fois. 2-3 On circuits ou peut, tours, si tu veux préciser. oui, mais de toute façon, on peut atteindre notre fréquence cardiaque. Attention, on peut atteindre notre fréquence cardiaque maximale au bout de 30 ou 60 secondes. Hein, c'est possible. Hein. Ça dépend toujours de l'intensité à laquelle on va. Mais là, tu ne feras pas 10 répétitions peut-être. Si tu l'atteins au bout de 2 répétitions et tu continues à la même intensité, ben, tu ne seras pas capable de continuer à la même intensité. Tu vas être obligé de diminuer l'intensité. Ouais, du coup, du coup, moi, ce que j'y répondrais, du coup, c'est qu'effectivement, pour 30 secondes, ça dépend certes de l'activité en partie parce que tu as expliqué sur la position du corps, etc. Mais ça ne dépend pas vraiment tant que ça de l'activité parce que du coup, si on se fie à une cote de difficulté, je l'ai dit qu'on peut atteindre au bout de 2-3 tours, sur 30 secondes de burpee, on peut atteindre le max. Oui, mais en faisant une cote 10 du coup, pas une difficulté de 10. Mais si on garde des burpees en faisant une difficulté de 5 sur 10, on Donc, atteindra. 10 à une certaine intensité, mais tu serais capable d'en faire 20, c'est ça que ça veut dire. Hein? C'est ça que ça veut dire. Ben, tu vas atteindre à peu près 77% de ta fréquence cardiaque de réserve au milieu. On n'est pas obligé de faire toujours des entraînements à code 10, hein? À effort 10. Hein? Mais si tu fais un effort 10, peu importe en combien de temps, attention, si tu fais un effort 10 sur 5 secondes, c'est possible, hein, de faire un sprint de 50 mètres le plus vite possible. Le record du monde, c'est 5,4, je ne sais plus, aux 50 mètres, c'est un effort maximal. Mais tu n'atteindras pas les fréquences cardiaques maximales parce que c'est trop anaérobie, ce n'est pas assez aérobie. Mais si tu fais un effort de 30, 40, 60 secondes, c'est possible d'atteindre ces fréquences cardiaques max sur une seule répétition. Mais là, c'est un effort maximal. Donc, c'est une cote 10. Donc, tu atteins ta fréquence cardiaque maximale. Okay. Ouais, donc du coup, pour bien comparer des activités entre elles, même si effectivement tu as parlé de la position, ce qu'il faut comparer, c'est surtout la difficulté qu'on prévoit pour une séance. Quoi. Tout à fait. Pour Et bien ce n'est pas comparer. une idée de faire. Il faut comprendre une chose, c'est que pour des raisons de sécurité et pour des raisons aussi de réserve de notre système immunitaire, ce n'est pas une bonne idée de faire souvent des efforts maximaux. Donc, des efforts 10 sur 10. Ce n'est pas une bonne idée. Ok, et du coup, je reviendrai sur ta question parce qu'il est déjà 19h, on avait commencé à 18h32. Donc, Daniel, je te laisse continuer sur la suite. Du coup, peut-être refaire un point pour bien réexpliquer quelles sont les limites de la prescription avec la fréquence cardiaque, mais je te laisse prendre la main. Bah, la fréquence cardiaque de réserve, c'est parce que là, on a l'information de la fréquence cardiaque de repos et de la fréquence cardiaque maximale. Le problème avec ce système-là, qui est pas mal, c'est le moins pire de tous ceux qu'on a présentés, mais il n'est pas parfait. Il n'est pas parfait parce que qu'on pense que la relation, si la relation, vous voyez ici, ça c'est le pourcentage de la PMA, puis ça ici c'est la fréquence cardiaque. Si on avait une relation linéaire, ben, ça marcherait bien. Mais le problème, c'est que la plupart des gens, c'est comme ça. Et il y en a certains, c'est comme ça. Et donc, autrement dit, ça augmente de façon exponentielle et non pas de façon linéaire. Mais aussi, ça peut augmenter de façon plus exponentielle et des fois, ça peut augmenter de façon mi-exponentielle, puis des fois de façon linéaire, puis des fois de façon un peu avec une courbe vers le bas. Donc, c'est ce qui nous empêche, ce qui fait qu'au même pourcentage de la PMA,
ben, il y a des personnes qui peuvent avoir, puis même s'ils ont les mêmes fréquences cardiaques même fréquence cardiaque de repos et même fréquence cardiaque maximale, ben, ils n'auront pas les mêmes fréquences cardiaques au bout de la première répétition. C'est ce qui se passe. Donc, c'est pour ça que j'essaie de voir comment je fais pour venir, oui, comme ça. Ça ici, c'est pas mal. C'est mieux que ça, mais ce n'est pas parfait. Ce n'est pas parfait à cause de ça. Parce que ça, c'est la relation fréquence cardiaque-intensité et elle n'est pas la même pour tous et elle varie selon les personnes. Et pour certaines personnes, ça augmente très rapidement, même s'ils ont la même fréquence cardiaque. Parce que ça, c'est dû à quel phénomène? C'est tout simplement que, je vous ai dit tout à l'heure que l'augmentation de la consommation d'oxygène en fonction de la puissance était linéaire et c'est pas mal vrai. Ça, c'est assez vrai. Mais ce qui arrive, c'est que la consommation d'oxygène dépend de 3 facteurs, c'est-à-dire la fréquence cardiaque, le volume d'éjection systolique et la différence artério-veineuse en oxygène qu'on ne peut pas mesurer facilement. Et comme ces 2 facteurs, les 2 autres facteurs n'augmentent pas nécessairement de façon linéaire, ça fait que pour certaines personnes, ça augmente de façon linéaire et pour d'autres, ça n'augmente pas. C'est pas grave, hein? Mais c'est comme ça. Donc, ça fait que ici, c'est pas mal. Et c'est mieux que ce qu'on a présenté après. Au moins, on présente le fait que les fréquences cardiaques varient à la fin d'un effort, code 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, varient en fonction du pourcentage de la fréquence cardiaque de réserve. C'est déjà pas mal. Et que la fréquence cardiaque de la répétition 1, par exemple, dans ce cas-ci, de 10 fois 30 secondes avec 30 secondes de repos, ben, c'est pas mal, mais ce n'est pas parfait à cause de ce phénomène-ci, du phénomène de la relation fréquence cardiaque-intensité. Sur ce, comme il est déjà, on dépasse toujours un petit peu l'heure, ben là, je vais rester, j'aimerais ça que vous posiez des questions, mais juste pour vous donner une idée aussi, c'était un entraînement qui était fait, une situation réelle, où est-ce qu'on voit ici, ben là, c'est un entraînement continu, mais ça, c'est un entraînement fractionné, où est-ce qu'on voit ici, ça, c'est toujours à la même intensité, on voit ici que la fréquence cardiaque de la première répétition est à 117, 115, 117, et la dernière répétition était à 157, 156, 157. Et pourtant, c'était toujours la même intensité. Ça, c'est un entraînement que j'ai fait personnellement. Et comme moi, j'ai une relation très linéaire, dans mon cas, le tableau ici, pour moi, je suis à moins de 58%, je suis plutôt vers 50% à 50% parce que moi, ma relation est linéaire. C'est bon? Donc, c'est pas si mal. La fréquence cardiaque à la fin, c'est pas si mal. La première répétition, c'est pas si mal. Mais si on avait en plus, si on ajoutait l'information, moi, c'est ce que j'ai appelé la fréquence cardiaque dynamique. Ce sera éventuellement dans une de nos applications et ce sera la fréquence cardiaque dynamique. Et à ce moment-là, on donnera la fréquence cardiaque qu'il faudra tenir à chaque répétition. Donc, comme ça, ce serait beau. Mais si ce n'est pas dans une application, ça ne vaut pas la peine. Donc, nous attendons vos questions ou par chat ou en levant la main et en parlant directement. J'avais coupé mon micro, du coup, juste pour que tu reprécises en 30 secondes, parce que c'était le sujet du webinaire, après je laisserai poser les questions, que tu redonnes, du coup, quelles limites et quels principes, du coup, dont tu as parlé, hein, des différents principes, de redonner pourquoi la fréquence cardiaque, ce n'est pas forcément le meilleur moyen pour prescrire et qu'il faut vraiment essayer de pousser le truc un peu plus loin, comme tu l'as montré. Et qu'on peut le pousser encore plus loin d'après toi, mais qu'on ne le fait pas parce que ça demanderait trop de calcul et trop de temps. C'est que la meilleure façon de prescrire l'intensité, c'est en puissance ou en transformation de la puissance dans une autre unité qu'on utilise dans cette activité. Parfois, on n'a pas cette information-là, mais on peut se servir de l'échelle de Borg, qui est pas mal, et des fréquences cardiaques. Mais comme je vous l'ai dit, le pourcentage de la fréquence, souvent on donne une fréquence cardiaque. Et l'erreur, c'est de donner une fréquence cardiaque. Si on donne, parce qu'on le voit tout de suite ici, même si ce tableau-là n'est pas parfait, vous pouvez le reproduire, hein, c'est pas mal. La colonne de droite va toujours rester bonne. Okay? La colonne de droite va rester assez bonne, assez bonne. La colonne de gauche, ben là, ça va dépendre de la durée des répétitions. Okay? De la durée des répétitions. Et c'est pas parfait. Et là, on tient compte, dans ce cas-ci, de l'inertie et de la dérive de la fréquence cardiaque dans un tableau comme celui-là, ce qui est déjà pas mal. Mais on ne tient pas compte de la relation fréquence cardiaque
intensité, la fréquence cardiaque en fonction de l'intensité individuellement. Donc, si vous voulez vous faire servir des fréquences cardiaques, sachez qu'il y a des limites et qu'on ne peut pas donner une fréquence cardiaque pour une intensité parce que ça dépend de la durée, de la difficulté, etc. Et il faut tenir compte du phénomène d'inertie, de dérive. Et idéalement, même si ce n'est pas facile d'en tenir compte, parce que là, il faudra avoir plusieurs tableaux comme ceci en fonction pas seulement de la fréquence cardiaque de repos ou la fréquence cardiaque maximale, donc la fréquence cardiaque de réserve, il faudra avoir l'information qui concerne chacune des courbes pour chacune des personnes. En ayant chacune des courbes pour chacune des personnes, là, l'erreur devient minime. Mais une autre chose que vous pouvez faire aussi, c'est que si dans une séance d'entraînement, vous avez les fréquences cardiaques parce que vous avez les watts, ben, après ça, on peut le reproduire dans une autre activité où est-ce qu'on n'a pas les watts, puis on essaie de retrouver les mêmes fréquences cardiaques pour le même nombre de répétitions. Et ça marche. Okay. Moi, je le faisais, par exemple, pour des personnes qui faisaient des entraînements pour le basket. On faisait un entraînement où est-ce qu'on avait une puissance exacte, puis on regardait quelles étaient les fréquences cardiaques de la première à la dernière répétition, puis on essayait de reproduire les mêmes fréquences cardiaques dans une activité où est-ce qu'on ne pouvait pas avoir la puissance développée. Ok, bon, bah, du coup, on va passer aux questions. C'était juste ça que je voulais savoir. Du coup, les différentes limites, c'était les trois choses que tu viens de préciser. Du coup, Marc, reparle un peu de ce sujet-là. Forcément, c'est la thématique. Du coup, cette augmentation de la fréquence cardiaque. Il peut lever la main. Il ne veut pas lever la main, il ne veut pas poser sa question en direct. Ah, est-ce que Marc, tu veux poser ta question en direct? Il faut juste que je te trouve, Marc. Hop, Marc, c'est bon, discuter. Il faut juste que je trouve le moyen de te faire parler. Bon, si tu ne trouves pas dans les 10 prochaines secondes, ben, tu poseras sa question. Okay. Hop. Non, visiblement, je ne peux plus. J'avais pu la dernière fois, mais là, visiblement, on ne m'autorise pas. Bon, peu importe. Dommage. On aurait bien aimé t'entendre, Marc, mais ça fait deux choses que je n'ai pas pu régler entre les sondages et ça. Il faudrait que je me repenche sur Zoom. Du coup, la question de Marc, c'était, mais du coup, cette augmentation de la fréquence cardiaque au fur et à mesure de l'entraînement est bien due à la dominance progressive du système aérobie? Dans un premier temps, oui. Et c'est tout simplement que le système aérobie a une inertie. Okay? Si on fait des mesures D'ailleurs, c'est ce qu'on voit aussi souvent. Par exemple, on va faire un footing. Il y a eu beaucoup d'expérimentations où est-ce qu'on fait un footing, toujours à la même intensité, à disons 65% de sa VMA. Puis, on a pris de la lactatémie on prenait les lactates, puis on s'aperçoit qu'il y a une montée de lactate, puis après ça, ça redescend. Pourquoi? Ben, c'est parce que dans le premier à peu près 1 minute et demie, 2 minutes, il y a une grande contribution en aérobie. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que le système aérobie ne s'adapte pas immédiatement. Le système aérobie a une inertie. C'est pour ça. Et puis vous le voyez tout de suite, de toute façon, vous faites un footing toujours à la même vitesse et vous avez 60 au repos. Si prenez votre frais, allez faire un footing, vous allez voir que vous allez monter 60, 90, 120, puis après ça, ça va se stabiliser à 130, 140. C'est une première stabilisation, mais après ça, si vous continuez, ça va peut-être au bout de 2-3 minutes, 130, 140, 135, disons. Puis après ça, au bout d'une heure, ben, ça va être 150. Puis ça, c'est la deuxième adaptation qu'on appelle la dérive de la fréquence cardiaque, qui est bien connue, qui est due à toutes sortes de facteurs, mais entre autres, mais pas seulement, mais surtout au changement de substrat énergétique, parce qu'au départ, utiliser les graisses, c'est très difficile, puis par la suite, on les utilise un peu mieux. Et ça demande une plus grande consommation d'oxygène pour produire la même énergie avec de la graisse qu'avec les glucides. Tout simplement parce que l'équivalent énergétique, on produit moins d'énergie avec la même quantité de graisse et d'oxygène. La même quantité d'oxygène, ça prend plus d'oxygène, autrement dit, pour générer la même énergie par les graisses que par les glucides. Ok. Donc, premier, c'est parce que le système aérobie met du temps à se mettre en route, et après, c'est parce que ça change un peu de substrat en partie. Pas que, mais en partie. En partie. Ok. Et du coup, donc, il y a Ramona qui posait la question, du coup, en disant que c'est sa première réunion et qui demandait qu'on puisse préciser
ce que c'était que la PMA. Donc, du coup, je me permets de répondre à ta place, Daniel. Du coup, PMA pour puissance maximale aérobie. Si tu veux compléter, Daniel, sur ce que ça veut dire. Ce n'est pas la procréation médicale assistée, premièrement. La PMA, c'est la puissance maximale aérobie. Lorsqu'on fait un test, puis il va pas avoir plusieurs protocoles, mais un protocole, souvent, il y a plusieurs protocoles, on augmente la puissance, puis à un moment donné, on arrive à un maximum qu'on appelle la puissance maximale aérobie. Mais il faut que le protocole soit relativement bien fait. En général, ça peut être des protocoles, par exemple, avec 1 ou 2 minutes d'effort, avec une augmentation progressive de la puissance. Et puis si on arrive à peu près, parce que si on augmente trop rapide, ben, ça va être plus anaérobie. Si on augmente trop lentement, ben, ce ne sera pas seulement de la PMA, ça va être de l'endurance. En général, c'est des tests qui durent entre 5 et 15 minutes. Puis entre 5 et 15 minutes. Mais là, on ne parlera pas des protocoles, mais si tu veux, je pense qu'on avait fait tu regarderas Ouais, tout à fait, Ramona. C'est vrai que parfois, on fait un peu des raccourcis pour ne pas passer trop de temps. Mais du coup, il y a d'autres webinaires qui sont en replay qui vont nous permettre de voir un peu comment on calcule ça et comment faire des entraînements du coup adaptés. Il y avait plein de sujets dont on a déjà parlé. Donc, je t'invite à y regarder et puis nous poser des questions. N'hésite pas par mail ou voilà, n'hésite pas à nous solliciter s'il y a besoin. Je pense que dans les webinaires de 1 à 5, on répond à l'ensemble des questions à ces questions-là. Ok. Bah, du coup, c'est une question pour moi, ça plutôt. Il y a eu deux personnes qui m'ont posé la question, où est-ce qu'on peut regarder en replay? En fait, c'est tout simple. Je vais peut-être même vous mettre le lien. Laissez-moi le temps de le faire. Hop, je vais peut-être vous le mettre maintenant. Il y a une chaîne YouTube, Activity Lab. Donc la chaîne du coup YouTube de l'entreprise, sur laquelle vous avez pas mal d'informations sur ce qu'on fait, mais surtout ce qui nous intéresse là, c'est les différents replays des épisodes, parce qu'on met tout à chaque fois en ligne, et je vous ai mis le lien dans le chat, du coup, pour pouvoir les voir, et à chaque fois, le plus simple, c'est de s'abonner à la chaîne pour pouvoir recevoir les dernières vidéos qu'on met en ligne, pour éviter de me redemander à chaque fois quand est-ce que ça sort. Mais en général, j'essaie de le mettre dans la semaine qui suit, ou au maximum 2 semaines. Une dernière question, peut-être. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on termine là-dessus? Donc, du coup, pour l'instant, non. Donc, du coup, si je résume, la fréquence cardiaque, c'est pas le meilleur. Le mieux, c'est par rapport du coup, à une puissance, en watts notamment. Mais que si on n'a que ça, il faut essayer de penser qu'il y a deux phénomènes, au moins deux phénomènes. L'inertie du système aérobie, c'est-à-dire que ça met un peu de temps à se mettre en place, et la dérive. Et du coup, qu'il faut penser à ne pas donner une seule fréquence cardiaque, mais une fréquence cardiaque de début d'entraînement et de fin d'entraînement. C'est ça? Et qu'on peut se servir de ton tableau pour un 10 x 30-30 et qu'on peut le faire un petit peu varier avec du coup ce qui se passe sur le terrain aussi. Hein. On peut soi-même faire ses propres expériences et mesurer et observer. Hein. C'est ce que tu conseilles tout le temps. Bon, écoute, il n'y a pas d'autres questions. Deux choses. Québécois, webinaire. Oui. Ah, Jean-Michel. Jean-Michel Raymond pose une question. Je pense que c'est pour toi, Daniel. Ah oui. Jean-Michel Raymond te pose la question. Puissance force et puissance vitesse. Oh là, ben là, c'est pas le sujet aujourd'hui, là. La puissance force et la puissance vitesse, c'est un autre sujet que je pourrais aborder une autre fois si vous voulez, mais je suis puis ça n'a pas rapport du tout à ce qu'on dit aujourd'hui. Mais moi, je trouve que franchement, je trouve que ça introduit pas mal le sujet. Alors, c'est pas tout à fait en lien avec la force, mais du coup, notre prochain webinaire. Jean-Michel, si ça t'intéresse, j'ai fait une présentation, entre autres, là-dessus aux entraîneurs du Québec. Il y avait une analyse de la puissance force et de la puissance vitesse sur le 100 mètres, entre autres. Et c'est là que c'est plus intéressant, c'est moins intéressant dans ce cadre-ci. Et j'ai même un système d'analyse pour la puissance force et la puissance vitesse qui, à mon avis, fonctionne bien et qui avait aidé il y a 25 ans Bruni Surin à courir 9,84 au 100 mètres. Ok, du coup, il te dit merci, mon pote.
Bon, et du coup, ça me permet de clôturer. Ça fait 45 minutes, on avait dit 30. Merci du coup à tous pour votre présence. Ça fait toujours plaisir de voir que vous êtes nombreux à vous intéresser à tout ça et que nous, on essaye toujours de vous apporter un maximum d'informations pour progresser dans votre activité professionnelle, que ce soit enseignant à part, coach, sport santé, entraîneur. Et donc pour ça, on a décidé pour le prochain webinaire d'inviter du coup une sommité sur un sujet qui n'est pas du tout cette fois autour de la capacité aérobie, mais plutôt de la force. Et donc du coup cette sommité, je viens de manger son nom, Daniel, forcément. Si tu peux m'aider. Ah, c'est pas vrai. Jacques Duchâteau. Merci. Merci beaucoup. C'est un peu honteux d'oublier son nom du coup. Donc du coup, c'est Jacques Duchâteau qui viendra du coup le 9 novembre, le mardi. J'aurai le même fonctionnement que d'habitude pour communiquer sur ces webinaires sur la page Facebook, sur le groupe Facebook qui s'appelle Activity Lab l'Académie, dans lequel on échange sur les webinaires, mais pas que, pour poser toutes vos questions. Je communiquerai là-dessus. Je communiquerai aussi par mail à toutes les personnes qui étaient inscrites. Et donc, le sujet, ce sera comment améliorer la force d'une personne déconditionnée. Et j'ai eu l'occasion de discuter au moins 1 heure avec Jacques, qui était vraiment super accessible, super sympa et super intéressant et prêt à déconstruire plein de concepts, d'après lui, trop anciens et de plein de choses nouvelles à vous apprendre. Donc j'espère que vous serez nombreux et je pense que ce sera super intéressant de l'avoir avec